Mes amis, bien le bonjour. J'aimerais vous parler de l'alpiniste en bikini. Alors, mademoiselle Gigi Wu n'est pas vraiment une alpiniste en bikini, parce que ce n'est pas comme ça qu'elle gravitait les sommets taïwanais. Elle avait perdu un pari à un moment donné dans sa vie, et puis, moyennant cela, on lui avait dit, écoute, la prochaine fois que tu es sur un sommet, tu dois prendre une photo en bikini. C'est ce qu'elle a fait en fait, mais c'est parti en boule de neige. Je vous raconte les détails. Nous sommes à Taïwan. Taïwan est un pays qui est plus accidenté que la Suisse. Il y a 268 sommets de plus de 3000 mètres. La petite île est recouverte de montagnes et les Taïwanais aiment bien aller à la montagne. En particulier, on a cette Gigi Wu, nous sommes en 2013. Elle commence à aller explorer. Au départ, elle est très débutante, très timide, mais comme c'est une personne solitaire, d'un naturel solitaire, elle va trouver dans la montagne sa réalisation. Au départ, elle va suivre les chemins balisés, c'est des chemins préparés par les services de l'État. Il y a des panneaux d'indication, il y a des cordes, il y a des échelles, tout est mis en place, il suffit de suivre et on arrive au sommet. Ça, c'était au départ. Par la suite, une fois qu'elle a publié cette photo, suite à ce pari perdu, eh bien, ça a fait boule de neige, c'est parti viral, et ça a créé une dynamique. Une dynamique rétrospectivement peut-être malsaine. Certains disaient que c'était une exhibe, d'autres disaient que pas vraiment, même s'il y a de ça. Mais c'est une alpiniste aguerrie, parce qu'elle commençait à aller vers des endroits de plus en plus difficiles d'accès. Alors au début, elle marchait lentement, elle rencontrait des groupes et restait avec eux, mais au fur et à mesure que les années passaient, cet autodidacte de la montagne, eh bien, devenait de plus en plus rapide, devenait de plus en plus hardi, prenait des risques, suivait des chemins de plus en plus difficiles et laissait tout le monde derrière. Elle était vraiment dans la solitude. Et en plus, même si au début de son aventure, elle rencontrait du monde, eh bien, vers la fin de celle-ci, elle commençait à s'attaquer en des saisons absolument difficiles, en hiver par exemple, des sommets très délicats, les attaquant par des façades particulièrement ardues, et bien sur ces chemins-là, elle ne rencontrait personne. À un moment donné, il y a un ami à elle qui va s'inquiéter, il va lui dire, écoute, je suis inquiet, tu pars, tu disparais pendant longtemps, elle passait le plus clair de l'année dans la montagne, eh bien elle lui dit, je vais te faire un cadeau. Il va lui offrir un GPS et un téléphone par satellite. Le GPS lui permet de savoir où elle se trouve, et le téléphone par satellite de rester ou de garder un semblant de communication, même dans les zones où il n'y a pas de couverture GSM habituelle. Elle avait un accord avec lui, que tous les jours à 18h, elle devait l'appeler et faire le point. Un peu plus tard, elle va attirer l'attention d'autres alpinistes. Quand on regarde ces photos, il y a quelque chose qui frappe. Les alpinistes sont un peu critiques, c'est-à-dire que sur son dos, il y a un sac. Ce sac est énorme. Par rapport aux standards observés dans cette activité, eh ben, cette femme fait 1,67 m et ce sac la surplombe. On imagine que son centre de gravité doit être au niveau de ses épaules, littéralement. Elle rencontre un alpiniste canadien. Lui, il connaissait déjà cette fille de réputation. Et malgré tout, il est très nerveux parce qu'il n'a pas envie de la froisser. D'autant plus qu'elle est considérée maintenant comme une alpiniste aguerrie. Il lui dit, écoute, j'aime pas ton sac. Ton sac est trop lourd. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors il lui explique qu'il y a du riz, qu'il y a des pâtes, il y a des barres chocolatées. Il y a son appareil photo, un appareil photo full frame énorme. Il y a un trépied qui permet de prendre ses clichés célébratoires. Et il va tenter de la dissuader de prendre un sac aussi lourd, 32 kilos. Il va lui montrer son sac, il lui dit, regarde, le mien pèse 15 kilos quand je pars. Et il deviendra de plus en plus léger avec le temps. Le tien est énorme. C'est-à-dire que, par exemple, si elle prend des pâtes et si elle prend du riz, il faut les cuire. Les cuire, ça exige beaucoup d'énergie, ça exige de prendre des cartouches de gaz et tout ça. Et c'est pour ça que son sac était trop lourd. En tout cas, elle veut rien savoir. Mais le danger d'un sac lourd en montagne, c'est que ça peut déséquilibrer, ça rend la marche difficile, et si on dérape et on glisse le long d'un chemin, on a du mal à se retenir parce qu'on est entraîné par son sac. D'ailleurs, un peu plus tard, elle va publier sur Internet un cliché particulièrement inquiétant.
Elle montre ses jambes, et ses jambes comportent des griffures assez profondes, et elle explique qu'elle est tombée. Elle est tombée, elle a pu se retenir in extremis, mais elle l'a morflé. Et elle dit justement que dans son poste, qu'elle a réalisé que en montagne, la première erreur peut être la dernière. Et en particulier quand on est en solo, où il n'y a personne qui peut venir aider. On est en janvier 2019, mi-janvier, et elle décide de partir encore une fois à la montagne. Nous sommes en plein hiver, même si l'hiver taïwanais est doux, avec des températures de l'ordre de 17 degrés au mois de janvier, eh bien il est très pluvieux, et la météo variable, et bien sûr la journée assez courte. Elle va prendre 3 trains, un bus, et elle passe la nuit dans un hôtel qui est en bas d'une montagne. Le lendemain, aux aurores, prend son sac énorme, et elle part. Alors, nous sommes le 20 janvier, quelques jours plus tard donc, quand son ami voit le téléphone sonner. Et ceci va immédiatement l'inquiéter. Parce qu'il n'était pas 18h, mais 16h30. Il décroche, il y a beaucoup de bruit. La communication est de très mauvaise qualité, mais voilà, elle va lui expliquer, je suis tombé dans une crevasse, je ne contrôle plus mes jambes n'obéissent pas, je ne peux pas bouger mes jambes, je suis sur le dos, par terre. Et elle lui donne sa position GPS. Sur ce, la communication est interrompue. Il va tenter de rappeler, il tentera de rappeler plusieurs fois, il n'y a pas de réponse, le satellite ne passe pas. Immédiatement, il va avertir les pompiers qui vont demander l'aide du secours en montagne, et ils partent pour chercher cette fille. Le problème, c'est que quand ils arrivent au pied de la montagne, nous sommes le 20 janvier en fin de journée. Les nuages sont très bas, le ciel menaçant. Pour eux, il n'est pas question d'envoyer du monde dans la montagne à la tombée de la nuit. Ils doivent attendre le lendemain. Donc elle passera une nuit sur site. Le lendemain matin, il y a un hélico qui arrive et se gare sur le gazon d'une école. Le problème, c'est que l'hélico ne peut pas décoller parce que la météo est très mauvaise. Et au fur et à mesure que la matinée avance, il y a du brouillard qui couvre la montagne, il y a de la pluie, et le pilote doit attendre une éclaircie pour partir. À ce moment-là, il y a des tribaux, des gens de tribus qui vivent dans la montagne, qui arrivent et proposent leur aide. À ce moment-là, il y a un pompier qui part avec 2 membres d'une tribu, il part à tapier et s'enfonce dans la montagne. D'autres membres de la tribu et d'autres pompiers attendent que l'hélico puisse décoller. Vers 13h, ne voyant pas que cet hélico ultramoderne pourra décoller, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Ils décident eux aussi de partir à pied. Ils partent à pied sur des chemins qui normalement sont interdits parce que voilà, il y a eu un état d'urgence, une sorte de loi martiale en fait. Entre 1949 et jusqu'à 1987, c'était une des périodes de loi martiale les plus longues au monde. Et durant ce temps-là, les montagnes étaient complètement interdites à la population. C'était off limit, c'était seulement pour les militaires. Par la suite, en 87, ceci a été relâché, mais par contre, énormément de chemins montagneux ont continué à être d'abord non maintenus, deuxièmement interdits. Ces chemins montagneux viennent d'où? Ces chemins montagneux, en fait, datent d'il y a plusieurs siècles. Ils ont toujours été utilisés depuis l'aube des temps par les tribus qui vivent dans les montagnes et qui doivent aller d'une montagne à l'autre en suivant des chemins particulièrement difficiles. Sauf que la modernité étant passée par là, beaucoup de ces chemins étaient tombés complètement en vétusté, n'étaient plus maintenus, les arbres avaient poussé au travers, des parties s'étaient effondrées, et ils restaient généralement interdits au public. Le problème, c'est que mademoiselle Wu, une fois qu'elle avait fait les 100 plus hauts sommets de Taïwan, eh bien, commençait à manquer de sommets. Donc elle a entrepris justement une démarche qui allait la conduire vers ces chemins-là. Elle faisait du hors-piste, donc elle était seule, en hiver, en montagne, et elle faisait du hors-piste. Elle allait dans des endroits complètement inconnus, complètement non cartographiés. C'est ce qui va rendre difficile, justement, la recherche par ces hommes. Alors, nous sommes le 21 au soir, quand ce chef de tribu, c'est accompagné d'un autre membre de la tribu et d'un pompier, vont arriver aux coordonnées GPS. Une fois qu'ils arrivent là, ils avisent un précipice et ils mettent leur lampe, ils pointent leur lampe. Et en bas, ils voient
Ils ont l'impression de voir une forme humaine, ils ont l'impression de voir de l'équipement de camping. Ils crient, ils appellent, il n'y a personne qui répond. Il est tard, ils se ressentent pas de descendre en rappel en pleine nuit dans un endroit inconnu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent, ces 3 hommes, dans une tente et attendent le matin. Il pleut tellement, le sol est tellement mouillé qu'ils ne peuvent même pas allumer un feu. Ils vont rester collés l'un à l'autre pour se réchauffer jusqu'à l'aube. Le matin, il y a l'un d'eux qui réussit avec l'aide des autres à descendre le long d'une corde et arrive jusqu'à cet endroit. Effectivement, il va trouver Gigi Wu ici. Elle est couchée sur le dos, elle est bien refroidie, elle est morte. Ils ne savent pas trop depuis combien de temps elle est morte, ça faisait sa 2e nuit qu'elle avait passé là. Possiblement, elle est morte d'hypothermie. Ils vont trouver son sac et ses affaires autour d'elle. L'appareil photo était toujours au fond du sac, donc ce n'était pas un moment où elle voulait prendre une photo difficile ou hardie ou risquée. Elle est tombée, non, elle a probablement glissé. Elle est tombée de 40 mètres. Elle s'est cassé quelque chose, elle ne pouvait pas bouger et elle est restée là. Chose étonnante, ils ont trouvé qu'elle avait enlevé sa veste, ils ne comprennent pas pourquoi elle l'a fait alors qu'elle est morte d'hypothermie. Mais peut-être que des fois les gens qui arrivent à un état d'hypothermie avancé commencent un petit peu à délirer et puis peuvent faire des choses qui sont totalement irrationnelles. Donc à un moment donné, elle a dû enlever sa veste. Il faudra attendre 2 jours plus tard pour que l'hélicoptère puisse décoller. L'hélico est venu pour la sortir de là et ça a été un sauvetage ou une récupération plutôt extrêmement délicate. C'est-à-dire que l'hélico devait se maintenir pendant 38 minutes en vol stationnaire dans les vents changeants de la montagne. Pendant 38 minutes, l'hélico était à la verticale. Ils ont descendu un filin de 80 mètres de long. Le filin a failli s'agripper à des arbres. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé des tronçonneuses pour couper des arbres qui poussaient le long de la pente sur le passage de ce filin-là jusqu'à ce qu'ils arrivent au niveau du corps. Donc, ils l'ont mis sur un brancard pliable. Ils l'ont attaché au niveau du filin de l'hélico. Ils l'ont remonté. Mais pour le pilote de cet hélico, il n'a jamais fait de sa vie quelque chose d'aussi difficile, rester 38 minutes à balancer sa machine le long d'une pente montagneuse. Ils l'ont ramené ainsi donc, elle a été incinérée et sa famille a reçu une facture de 60 000 $ au départ. C'était 60 000 $ des services de l'État qui étaient extrêmement fâchés d'avoir à mener une opération de secours et de récupération dans un endroit qui normalement était interdit au public. Mais par la suite, comme il y a eu un petit scandale et tout ça, l'État est revenu en arrière et ils ont laissé tomber cette amende. Donc voilà, elle est décédée, elle avait 36 ans, mais quelque part, quand on regarde ces images et on regarde cette escalade, littéralement sans mauvais jeu de mots, cette escalade dans la prise de risque, cette escalade dans la recherche toujours de l'image la plus osée, de l'image prise dans l'endroit le plus difficile, eh bien, c'était clair que c'est une histoire qui devait mal se terminer. Merci mes amis d'avoir regardé jusque-là et on se voit dans une prochaine.